Bienvenue sur Hurrat, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Le féminisme, comme je rappelle souvent, veut simplement dire davantage de droits et d'égalité avec les hommes, davantage d'émancipation et de liberté, mais aussi davantage de responsabilité. En bref, une femme doit être au même titre qu'un homme considérée comme un individu à part entière et elle doit être respectée en tant que telle. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants et des violences psychologiques commises à leurs égards en cas de divorce. Parler aussi de cette injustice faite aux femmes qui doivent souvent renoncer à une nouvelle vie pour conserver leur droit de garde. Nous allons bien sûr parler du code pénal et de sa nécessaire refonte et aussi des autres inégalités qui subsistent dans le code de la famille qui va changer. Je reçois pour en parler Rizlaine Mamouni, avocate au barreau de Paris, mais aussi militante engagée pour les droits des femmes. Rizlaine Mamouni, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Hurrat. Bonsoir Aïcha, merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir. En tout cas, moi je suis un peu étonnée parce que vous êtes une avocate, aussi une militante engagée. Alors que vient faire une jeune avocate en droit bancaire et financier qui conseille des institutions financières de grande envergure avec le militantisme féminin ou féministe? Est-ce que vous avez toujours été féministe ou il y a eu un déclic particulier? Vous savez, le métier d'avocat, pour moi, c'est un métier transversal. Et qu'on le veuille ou non, c'est un métier qui nous place au cœur de la défense des droits et des libertés de nos concitoyens, de nos concitoyennes. Pourquoi? Parce qu'il nous donne l'expertise de pouvoir lire les textes et comprendre le droit et comprendre la portée, les enjeux de ces règles. Et il nous donne aussi la liberté de pouvoir défendre les plus faibles par-delà la loi quand c'est nécessaire. Et moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. D'accord. Alors, je n'ai pas toujours été féministe, mais je le suis définitivement devenue. Alors, racontez-nous pourquoi, quel a été ce déclic? D'abord, quand je suis rentrée au Maroc, après mes études, mon expérience professionnelle en France, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui étaient en souffrance vraiment à cause de ces textes de loi. Et c'était très étonnant pour moi, parce que la loi, c'est mon allié, je travaille avec au quotidien. Alors, quand cette loi inscrit des violences et des discriminations, ça m'a beaucoup révoltée. Et le déclic personnel, c'est quand mes propres enfants, en tant que maman divorcée, mes propres enfants ont failli être déscolarisés parce que ma signature, aux yeux de la loi, ne valait rien pour les inscrire. Et j'ai pas compris et je comprends toujours pas pourquoi la loi me considère comme une sous-citoyenne et pourquoi elle maltraite autant mes enfants. Et depuis, c'est devenu une idée fixe. Et donc, vous avez créé cette association Kif Maman, Kif Baba. Pourquoi? Là aussi, donc, élément déclencheur, je ne sais pas, parce que vous avez commencé par militer pour votre propre cas personnel, mais ensuite, vous avez décidé de faire une association. Est-ce que d'abord, c'est une association réelle ou est-ce que c'est une association comme les mouvements qu'on peut voir sur le net, en fait? Alors non, Kif Mama, Kif Baba, c'est une association qui a son récépissé, qui est bien déclaré, tout ce qu'il faut. C'est parti, en fait, c'est parti d'une rencontre avec une personne brillante, Yasmina Rouham, qui a écouté une émission de radio que j'avais enregistrée sur Radio 2M avec la merveilleuse Fathiya Laouni. Et donc sur les inégalités de genre et les injustices de genre qui sont inscrites dans la Moudouana. Et donc j'ai donné pas mal de cas concrets. Et Yasmina, qui est une experte en communication digitale, qui n'est pas du tout juriste, a écouté cette émission et m'a contactée après en me disant « mais je tombe des nues, je ne savais pas tout ça, est-ce qu'on peut se voir pour en parler, faire quelque chose ?» Donc l'idée est née de là et puis un peu plus d'1 an après, on a effectivement créé l'association. Pourquoi avoir créé cette association? Parce que je suis partie du constat justement qu'il y avait, qu'on a plein de femmes merveilleuses dans ce pays qui parfois se regroupent à 2, 3, 4 pour faire des choses, pour militer. Elles ont plein d'idées vraiment formidables, mais souvent elles n'ont pas les moyens de leurs ambitions, soit parce qu'elles manquent de conseils juridiques, d'un réalisateur vidéo, de moyens comme ça, d'outils comme ça. Et vraiment, vu qu'on est dans un moment de notre histoire au Maroc où je pense que les astres s'alignent, parce qu'on a le gouvernement et Sa Majesté aussi ont annoncé à la fois la réforme de la Moudouana et du code pénal. Donc c'est un moment où on doit vraiment unir nos forces et donner le maximum pour que ces textes qui vont arriver de toute façon répondent vraiment à nos aspirations. Et donc Kif Mama Kif Baba se positionne comme une station F.
C'est comme ça que je l'ai imaginé. Ça veut dire quoi, une station? Alors, la station F, c'est une plateforme qui sert de pépinière, d'incubateur, mais aussi d'accélérateur à des projets du moment qu'on a la même vision, qui s'inscrivent dans cette même vision de vouloir changer la loi pour en faire des textes plus justes et plus humains. Eh bien, ces personnes ou ces collectifs ou groupes de personnes ou individus peuvent venir nous voir, exposer leurs projets et puis on les aide à les réaliser. Et est-ce que le mouvement féminin traditionnel est avec vous? Est-ce que vous avez des passerelles? Est-ce que vous travaillez ensemble? Parce qu'on a l'impression, un peu vu de l'extérieur, que chacune aussi travaille dans son coin. Que les jeunes sont dans le digital à fond, les anciennes, bon, elles ont une façon de travailler qui reste classique, donc il y a certainement des choses à faire ensemble. C'est primordial pour moi. Vraiment, c'est primordial de construire ces ponts. Donc oui, avec les jeunes qui manquent de moyens, mais aussi avec ce que j'appelle la vieille garde, l'élite du féminisme. Il ne faut pas dire vieille, hein, ça va. Non, pas vieille, mais la vieille garde, c'est un corps d'élite militaire. C'est pour ce qui s'appelle comme ça. C'est un nom propre, elles n'ont rien de vieux. Au contraire, elles sont toujours à l'avant-garde, en tout cas, des revendications en matière de droits des femmes. Alors nous, évidemment, on tend vers eux, on essaye de faire des choses ensemble, mais elles aussi, elles ont compris qu'il fallait se tourner vers les jeunes pour nous fédérer, pour nous donner aussi les moyens de nos ambitions. Elles ont été là bien avant nous. Oui. On revendique leur héritage, c'est grâce à ça. Enfin, si on a des droits comme le droit de divorcer, par exemple, c'est grâce à ces féministes-là et on les remercie et on revendique cet héritage et on essaye de s'appuyer dessus pour aller conquérir de nouvelles libertés, de nouveaux droits. Alors, fort de ce constat-là, il y a des initiatives incroyables qui se font. Il se passe beaucoup de choses dans la société civile en ce moment. Oui, j'imagine. Et je l'espère parce qu'on est un peu inaudible. Oui, en tout cas, non, il y a des coalitions incroyables qui se créent, qui sont intergénérationnelles, inclusives, qui incluent les nouvelles formes de féminisme. Et plus on est nombreux, plus on est fort. Et vraiment, il se passe des choses incroyables. Je ne peux pas tout révéler parce qu'il y a des choses qui viennent après. Je serais ravie de revenir vous en parler ici. C'est ce que j'allais vous proposer. Dès que vous êtes prête. Voilà. Mais en tout cas, il se passe des choses et on a compris ça. On a compris qu'il y avait une rupture vraiment entre les féministes établis et les jeunes, etc., qui montent et des ponts se créent et ça va donner de belles choses. En tout cas, on l'espère. Moi, je voudrais revenir donc sur l'origine de Kif Mama Kif Baba parce que vous êtes parti quand même d'un constat aussi personnel. Vous avez vous-même divorcé, vous avez toujours la garde de vos enfants, mais vous n'avez pas la tutelle, en tout cas, pour pouvoir justement gérer l'avenir de vos enfants. Absolument. Donc, quels sont les autres écueils de la loi par rapport à cette question qui touche finalement l'intérêt primordial de l'enfant? Absolument. Le sujet de la tutelle est un sujet récurrent, vraiment qui revient souvent. On le voit aussi avec le cas de l'artiste Jamila Al-Haouni, qui demande à la justice de lui attribuer la tutelle sur son enfant, juste pour qu'elle puisse le changer, le mettre dans une meilleure école et qu'il puisse voyager avec son club de foot parce qu'il est passionné de foot. Et elle est dans l'impuissance totale, en fait, par rapport à ça, puisque elle n'a aucune réponse et que, du coup, c'est l'enfant qui se retrouve privé de tout ça. On a une Mudouana, en fait, qui est construite sur ces sujets-là, donc de la famille et de l'enfant, qui est construite en donnant des droits au père et des droits aux mères. C'est ça, c'est-à-dire il n'y a pas une garde qui est commune, une tutelle qui est commune, c'est à la mère d'être gardienne finalement, donc non rémunérée souvent, parce que même la pension dans ces cas-là est dérisoire, et puis un père qui joue son rôle de père, c'est-à-dire de tuteur. Donc c'est toujours cette histoire de suprématie finalement entre les hommes et les femmes. Absolument, surtout que la garde, ce n'est pas un droit. C'est une responsabilité surtout. La tutelle, c'est un droit de représenter l'enfant dans les actes juridiques de la vie quotidienne, pour l'inscrire à l'école, pour lui faire élaborer des papiers d'identité, pour qu'il voyage, etc. Et aujourd'hui, en tout cas, la Mudouana vraiment opère une dichotomie entre la garde et la tutelle. La tutelle revient au père, la garde revient à la mère, sauf des cas... Est-ce qu'il y a des cas, justement, des cas exceptionnels où la mère peut avoir la tutelle? Alors, oui, les cas, ils sont prévus dans
les textes, c'est bien sûr en cas de décès du père, mais aussi en cas d'absence du père. Le problème, c'est que... C'est prouver l'absence. C'est kafkaïen. Comment on peut prouver l'absence de quelqu'un ou de quelque chose ? Or, quand on demande à la justice un droit, comme l'attribution de la tutelle, il faut prouver ça. Et donc, on a des cas où, la jurisprudence et les tribunaux, en fait, appréhendent cette notion d'absence de manière très stricte. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher la dernière adresse connue, constater qu'il est là, qu'il n'est pas là. Bon, là, dans le dossier de Jamila, par exemple, on a affaire à un artiste qui est très renommé, qu'on voit tous les jours, que les Marocains voient tous les jours à la télévision. Donc, il est tout sauf absent concrètement. Oui, mais enfin, il est à la télé, quoi. Il est voilà, pas chez lui. C'est ça. Mais c'est pour ça que moi, vraiment, j'invite et j'insiste et j'invite vraiment les tribunaux à élargir l'appréhension qu'ils ont de cette notion-là et de la considérer de manière relative du point de vue de l'enfant. Parce que du point de vue de l'enfant, que son père croupisse en prison ou qu'il soit à la télé tous les jours, mais qu'il ne vienne pas signer ses documents d'inscription ou de voyage, c'est la même chose. Et l'intérêt de l'enfant est touché dans ces cas-là. C'est même pas les mères, c'est même pas les femmes. On parle des enfants. Il faut bien que quelqu'un puisse prendre des décisions qui les concernent. Sinon, ils se retrouvent perdus. Et on a des cas concrets à l'appel d'enfants qui ne peuvent pas passer le bac parce qu'ils n'ont pas de pièce d'identité, qui ne peuvent pas voyager, qui ont des soucis de santé et normalement l'acceptation, le refus de soins revient aussi au tuteur. Donc, on se retrouve dans des situations vraiment catastrophiques. Oui. Et quand on regarde le nombre de divorces qu'il y a au Maroc et qui augmente de manière exponentielle, ça fait beaucoup d'enfants qui se retrouvent dans cette situation-là. Alors, il y a aussi certains pères qui ne sont pas satisfaits de ce code, puisque, vous avez dit tout à l'heure, il y a la garde et il y a la tutelle. C'est deux choses différentes. Donc, un père, vous me confirmez, ne peut pas garder son enfant. C'est-à-dire le droit de visite, il paraît que généralement, c'est une journée, c'est le dimanche de 10h à 18h parce qu'on a une disposition dans le code de la famille qui nous dit l'enfant n'a le droit de passer la nuit que chez la personne qui en a la garde. Mais pourquoi ? Allez savoir. Maintenant, contrairement à la tutelle, on a quand même une exception dans la loi qui autorise le juge à en décider autrement quand l'intérêt de l'enfant le commande. Du coup, on retrouve pas mal de décisions où on a une forme de garde partagée. Alors, la responsabilité de la garde revient toujours au gardien. On n'a pas de garde partagée véritablement au Maroc, mais on a quand même des pères qui peuvent voir leurs enfants, je ne sais pas, du jeudi au dimanche ou pendant les vacances. C'est une souffrance aussi pour un évidemment, père. Évidemment. Et pour l'enfant, surtout pour l'enfant, c'est ce que je dis souvent sur ces questions-là. C'est même, on est au-delà du féminisme. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut plus de droits aux femmes ou moins de droits aux hommes. C'est la même chose, c'est kiff-kiff, comme vous dites. C'est kiff maman, kiff baba, et c'est l'enfant qui parle. C'est l'enfant qui a besoin des deux de manière égale. Et puis quand il y en a un qui est défaillant, que l'autre puisse avoir les pouvoirs de le prendre en charge, etc. Ça, c'est une chose, mais de pouvoir décider pour cet enfant, l'envoyer à l'étranger, etc. C'est très, très important. Bien sûr. Alors, il y a aussi une autre discrimination qui sont vécues par les femmes qui doivent souvent, justement, choisir entre leur vie de femme et leur maternité et donc leur droit de garde. Parce qu'en cas de remariage, on perd automatiquement la garde ? Alors, il y a un principe d'échéance de tutelle pour la mère qui se remarie. C'est un principe qui est énoncé comme ça. Un article plus loin, le Code de la famille met certaines exceptions à ce principe, notamment quand l'enfant est âgé de moins de 7 ans, mais aussi quand la séparation avec la mère porte préjudice à l'enfant. Alors là aussi, comment prouver le préjudice ? Alors voilà. Est-ce qu'il y a des psychologues qui sont là, qui peuvent évaluer ? C'est une question de preuve, donc il faut alimenter le dossier au maximum. Mais pour moi, encore une fois, la séparation avec la mère cause automatiquement un préjudice à l'enfant. Il ne devrait même pas y avoir énormément d'expertise ou de preuves à apporter. Et pourtant, oui, la jurisprudence, malheureusement, dans la majorité des cas, prononce la déchéance de tutelle. Mais on a une lueur d'espoir. Par exemple, en octobre 2022, le tribunal de Middels a refusé la demande d'un père en déchéance de tutelle de la mère sur le fondement du préjudice causé à l'enfant. Et c'est quelque chose qui est demandé par les pères ? Parce que si une femme se remarie, si son ex-mari ne porte pas plainte... Oui, ne demande pas, non, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Absolument. Donc, on peut dire, on va en justice, c'est quand il y a
Il y a des problèmes, c'est toujours ça en fait. Tant qu'il n'y a pas de problème, tout va bien. Quand les parents, il y a des couples divorcés qui vivent très bien la coparentalité et ça se passe très bien parce qu'ils veillent à l'intérêt de leur enfant. Je suppose, parce qu'un père qui ne s'occupe pas de ses enfants ne mérite pas ce qualificatif. En tout cas. Bon, je suis d'accord avec vous, mais c'est qui profite d'un système. Hein. Absolument, mais c'est pas l'avis de la Moudawana aujourd'hui. Et alors, quels sont les autres points, puisqu'on sait aujourd'hui que le code de la famille sera révisé, quelles sont ces inégalités qui doivent, à votre avis, changer? Est-ce que ce sont des amendements qu'on doit faire ou est-ce qu'il faut changer carrément de paradigme? Pour moi, il faut vraiment changer de paradigme. On a un texte, et je fais le parallèle aussi avec le code pénal, qui sont complètement obsolètes, qui sont basés sur une philosophie patriarcale largement dépassée. Donc c'est une refonte globale pour changer la philosophie aussi du texte. Essayer de... Et cette philosophie du texte, alors parlons le code de la famille, on le sait, c'est un fondement qui reste inspiré de la Qiyama, de la Tara, donc du religieux quelque part. Absolument, c'est ce double référentiel dans notre système juridique entre le référentiel religieux et le référentiel des droits humains constitutionnels qui crée ce genre de situation. Et on n'avancera vraiment que quand les principes constitutionnels qu'on a dans notre constitution de 2011 seront pleinement appliqués. Lesquels? C'est-à-dire, donc il faut mettre en adéquation... Bien sûr, l'égalité, l'égalité homme-femme qui est prônée dans la constitution et la protection des droits de l'enfant. La Moudawana date de 2004. Entre-temps, les structures conjugales, les structures familiales ont évolué. Les femmes se marient moins, divorcent plus, travaillent plus, sont souvent à la tête de familles monoparentales. On a des femmes ministres, on a des femmes parlementaires, on a des femmes qui occupent des hautes fonctions de l'État. Et pourtant, la loi et la jurisprudence continuent de les regarder ou d'être pensées comme si elles étaient toujours sous l'emprise ou si c'était toujours leur mari qui les prenait en charge. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est plus le cas. Parce que voilà, la pension n'est pas forcément... comment elle est calculée, la pension? Elle est toujours aussi... elle est souvent dérisoire, c'est basé sur les revenus du père. Et encore une fois, on retombe sur la question de la preuve. Comment prouver les revenus, sachant que il peut les dissimuler si on n'a pas accès au relevé bancaire, etc. C'est quelque chose de très compliqué. Mais cette Moudawana fait comme si on était encore au XIVe siècle avec le principe de la Qiyama, avec les pères qui sont là, qui prennent en charge toute la famille, etc. C'est plus du tout le cas. On voit dans les familles, c'est souvent les femmes maintenant qui jouent ce rôle. Et la structure de la famille a changé aussi. Absolument. C'est plus la même notion de famille. Absolument. C'est plus la même notion de famille. Puis surtout, on fait comme si on n'a pas eu cette constitution de 2011. Parce que le texte de la Moudawana est antérieur. Mais voilà, fait comme si on ne l'avait pas jusqu'à aujourd'hui. On fait comme si on n'a pas signé la Convention pour l'élimination des violences contre les femmes et des discriminations contre les femmes, comme si on n'avait pas signé la Convention internationale de protection des droits de l'enfant. Ce sont des textes qui sont censés, dans la hiérarchie des normes, être supérieurs à la loi. Et le problème ici aussi, c'est qu'au Maroc, on n'a pas de contrôle de constitutionnalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas invoquer devant le juge l'argument selon lequel le texte qu'il va nous appliquer est contraire à la Constitution. Lui, ce n'est pas son rôle. Lui, il se contente d'appliquer la loi. Le code de la famille. Le code de la famille. Donc il doit changer et... Alors, il doit changer. Alors pas seulement, justement, concernant ce point qu'on vient d'évoquer, mais il y a d'autres points comme... le mariage des mineurs qui souffre d'exception, mais c'est l'exception souvent qui fait la règle. Absolument, absolument. Donc oui, il y a la question de la tutelle et de la garde. Et nous, ce qu'on prône, c'est la mise en place d'une autorité parentale conjointe. C'est-à-dire celui qui a la garde peut prendre les décisions pour l'enfant. Il y a le mariage des mineurs, c'est une catastrophe. Le mariage des enfants, c'est vraiment le terme pour moi adéquat, où effectivement on a un principe d'interdiction, mais finalement l'exception devient la règle. Et les chiffres viennent de tomber, 14 000 mariages de fillettes en 2022. Ça, c'est quelque chose qui doit cesser. À mon sens, le mariage des enfants doit même être pénalisé. Quand un père il veut absolument marier sa fille, ça doit être pénalisé, parce que même si on l'interdit dans la Moudawana, il restera toujours les mariages non officiels par Fatiha, etc. Et ça doit vraiment... Donc le code pénal doit être revu en entier. C'est pour ça que je vous disais, les As-Salines, cette annonce, vraiment, c'est historique pour moi. L'annonce par le gouvernement d'une double réforme de 2 textes aussi majeurs que la Moudawana et le code pénal, c'est vraiment une chance qu'on a. Il ne faut pas la rater. Il faut vraiment se mobiliser. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour
Se mobiliser, vraiment se mobiliser, je le dis, je le redis. Et puis nous, voilà, un des axes principaux de Kif Mama Kif Baba, c'est le plaidoyer, et le plaidoyer institutionnel. Parce que changer la loi, on y reviendra peut-être, mais la loi émane du Parlement. La Moudawana, elle n'est pas sacrée. Elle n'est pas sacrée, ça n'est pas tombé du ciel. C'est sorti d'une institution qui s'appelle le Parlement. Le Parlement est composé de parlementaires, eux-mêmes issus de partis politiques pour lesquels le peuple a voté en majorité. Donc ça revient à eux. Vraiment à eux, après à eux de nous dire s'ils ont besoin. Pour vous, c'est eux qui devraient instaurer le changement. Bien sûr. Prendre le lead de ce changement. C'est eux qui ont le pouvoir de le faire. Oui, mais au niveau de la société civile, comment se mobiliser? Alors, vous me dites plateforme, mais voilà, mais il faut unir ses forces aussi pour faire entendre les voix. Absolument. C'est pour ça que les coalitions qui sont créées, dont je parlais tout à l'heure, sont très très importantes parce que il y a le nombre derrière, il n'y a pas que la qualité des rapports, parce que toutes les associations produisent des rapports meilleurs les uns que les autres de très très grande qualité et pourtant rien n'est fait. Donc il faut vraiment s'adresser principalement aux parlementaires parce que c'est eux qui ont ce pouvoir, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas vraiment chaque institution a son rôle. La production des lois, c'est le Parlement, c'est personne d'autre. Donc c'est à eux après de nous dire, et nous les associations féministes, on est à leur disposition pour produire des études, pour produire des rapports, pour leur dire ce qu'on constate sur le terrain. Mais aussi pour faire pression parce que il y a vous êtes un peu inaudible, on va dire. C'est-à-dire que je sais que le mouvement féminin travaille, souvent chacun dans son coin, mais on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi un débat qui soit porté sur la place publique pour dire voilà ce qu'on veut et voilà pourquoi on veut ça. Absolument. Est-ce que vous pensez à quelque chose de ce genre ou bien... On s'égosille chaque jour, chaque association effectivement le fait. Alors, alors sur les réseaux sociaux justement, est-ce que sur les réseaux c'est suffisant? Parce on constate qu'il y a eu beaucoup d'initiatives, surtout de la part de la nouvelle génération qui est très très active sur le digital, mais bon, souvent il n'y a pas un effet, on va dire, réel sur le terrain. Vous avez fait partie, vous étiez l'avocate du collectif 490. Vous n'êtes plus là pour ce genre de raison ou pour une autre? Non, moi j'ai passé 3 années formidables avec le collectif. C'était vraiment une très très belle aventure et j'étais très très heureuse de participer à la construction de ce mouvement. Maintenant, j'ai envie de consacrer mon temps et mon énergie à donner plus d'impact justement à mon action et à la rendre plus transformatrice pour arriver encore une fois à l'objectif qui est celui de changer la loi et d'assurer des droits des femmes, assurer aux femmes leurs droits et leurs libertés véritablement. Maintenant, les réseaux sociaux, je vous rejoins, c'est pas suffisant. C'est bien pour lancer des alertes, c'est bien pour éduquer, sensibiliser, mais c'est pour moi pas là que le combat se situe. C'est vraiment un stade institutionnel. Encore une fois, c'est le Parlement qui est responsable de produire des lois. La Moudawana est une loi, pour la changer, il faut une autre loi. La loi sort du Parlement, c'est aussi donc il faut avoir accès à... Il faut faire du lobbying. Absolument, il faut faire du lobbying et c'est là aussi que les unions qu'on fait avec les associations féministes établies qui ont justement déjà fait ce travail-là, qui ont fait les journées d'études au Parlement, qui font des journées de sensibilisation, qui invitent les parlementaires aussi à assister à leurs journées d'études, c'est primordial parce qu'ils ouvrent un petit peu ces portes-là, mais en disant cette fois-ci attention, on a tous les autres, on a les jeunes maintenant qui sont avec nous et on est plus fort. Oui. Donc, bien sûr, le lobbying est très, très important. Et vous pensez que la société marocaine est prête pour un changement aussi profond, on va dire, du code, si on change de paradigme? Alors, le code de la famille, quand même, c'est très très important pour la société de communiquer et d'expliquer. Ça dépend de la manière dont on présente les choses. Typiquement pour la Moudawana, quand on met en lumière le fait que c'est les enfants qui sont les principales victimes de ces textes-là et que leur intérêt supérieur est juste bafoué, je vois très peu de gens disent non, on va les maintenir comme ça parce qu'on a un principe de Qimama ou autre. Donc pour moi, voilà, en présentant les arguments d'une certaine manière, ça passe mieux. Pour ce qui est du code pénal,
Est-ce que la société civile est prête à ce que tout le monde ait des relations sexuelles hors mariage, à ce que tout le monde avorte ou parle ouvertement de son homosexualité? Clairement, non. Maintenant, ce qu'on dit aussi à ces personnes-là, c'est que nous, on ne mène pas de campagne de promotion. Ceux qui ne veulent pas avoir de relations sexuelles hors mariage, ceux qui ne veulent pas avorter, c'est un choix, s'en abstiennent. C'est ça, ce n'est pas une loi permissive, c'est en fait on demande un changement. Il ne faut pas qu'il y ait de prison, enfin on va pas en prison. En fait, on demande même pas, on demande pas à ce que les personnes qui ont des relations sexuelles hors mariage, qui avortent, soient gratifiées, qu'on leur donne une médaille. C'est pas du tout ça, ou une prime. On demande même pas de les comprendre. C'est simple, comme ça on arrête le débat. Ce qu'on demande par contre, c'est de comprendre qu'ils n'ont rien à faire en prison. C'est que le Maroc a quand même des problèmes avec la justice. La justice marocaine manque de moyens, les prisons sont surpeuplées. On peut quand même se permettre de les désengorger de personnes qui n'ont rien à y faire, qui étaient juste, voilà, qui ont juste exercé leur liberté individuelle, tout simplement. Alors Rizlaine, cette émission touche malheureusement à sa fin. Donc je vais vous poser la dernière question. Donc on est sur une émission qui s'appelle Horaz et donc qui parle de liberté notamment. Que signifie pour vous la liberté et en quoi elle est importante dans le processus d'égalité homme-femme? La liberté, pour moi, je la définis de manière assez classique et simple. C'est la possibilité de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc jusque-là, voilà, on fait donc ce qui ne nuit pas à autrui et ça couvre pas mal de choses. Maintenant, personnellement, je me sens autonome, indépendante, c'est sûr. J'essaye d'inculquer aussi à mes enfants ces valeurs de liberté et son corollaire, la responsabilité. Mais croire en tant que citoyenne marocaine, penser que je suis libre, j'aurais tort de le penser, je pense. Et vous avez vécu ça dans votre chair? Bien sûr. Le fait de ne pas vous sentir libre? Bien sûr, le fait de ne pas pouvoir voyager avec mes enfants, le fait de devoir quémander des autorisations à un système patriarcal pour pouvoir les inscrire simplement à l'école, des actes aussi simples, c'était très dur, oui, je l'ai vécu dans ma chair, comme vous dites. En tout cas, on espère que le code de la famille, le nouveau code va réparer toutes ces injustices et peut-être même davantage. En tout cas, Rizlaine, merci beaucoup d'être venue à cette émission. Je rappelle donc que vous êtes avocate au barreau de Paris, mais aussi militante engagée et que vous êtes la présidente de l'association Kif Mama, Kif Baba. Merci à vous, Aïcha, pour votre invitation et aussi pour votre initiative et pour cette émission. Vous faites un travail vraiment important et formidable. Merci, merci Rizlaine et j'espère vous recevoir très vite sur ce plateau. J'espère aussi, à votre disposition. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, avec une autre invitée. Bonne continuation des programmes sur M24.